Vendredi 27 décembre 2024, quelques heures seulement nous séparent de la nouvelle année 2025, la fin de l'année, la période de l'évaluation. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant l'année 2024. Nous sommes en train de finir. C'est pas le dernier numéro de l'année. Le dernier numéro de l'année, nous l'aurons la semaine prochaine. Mais merci déjà. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous sommes principalement, nous sommes sur deux thématiques. D'abord, la RDC face aux menaces ou à la menace de la balkanisation. On prendra quelques exemples à travers le monde des États qui sont balkanisés. Quels sont les signes précurseurs? On va prendre le cas du Soudan. On parlera spécifiquement aujourd'hui, comme c'est d'actualité, la Syrie. Nous allons également parler d'un sujet qui vous intéresse, qui vous tient à cœur, certainement. C'est le sujet lié au M23. Qui sont les M23? D'où viennent-ils? Que revendiquent-ils? Ils sont de quelle nationalité? Qui sont leurs soutiens au niveau peut-être national, régional et même mondial? On va faire un focus sur le M23. Vous serez édifiés à travers cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons également faire un retour historique sur l'Afrique ancienne, l'Égypte ancienne, et les conséquences que nous vivons aujourd'hui à toutes et à tous. Merci beaucoup, messieurs, dames. Dans ce numéro consacré à l'Est de la RDC, la partie Est et l'insécurité, nous recevons pour vous Monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba, je ne vais pas le présenter parce qu'il est très connu, il est même extrêmement connu, hein, Monsieur Freddy Mulumba, spécialiste de la question sécuritaire. Il est politologue, chercheur, journaliste professionnel. Il a un bon parcours en tout cas. Monsieur Freddy Mulumba, merci beaucoup et meilleurs vœux à vous. Merci, cher ami. J'espère qu'on va faire un bon débat pour la fin de cette année. Oui. On fait aussi des prévisions pour l'année prochaine, 2025. Merci bien, Monsieur Freddy Mulumba. Aujourd'hui, nous découvrons un nouvel invité, Monsieur Kassia Gérel, coordonnateur de mouvement Renaissance. Vous êtes également assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Bonjour et merci également de prendre part à cette émission. Mes vœux les meilleurs. Bonjour messieurs dames, pardon. Je présente également mes vœux de prospérité à l'occasion et de vœux d'autodétermination au peuple congolais et à vous particulièrement. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Kassia Gériel. Voilà, vous le savez certainement, le président de la République honoraire Joseph Kabila et l'ancien gouverneur du Katanga, monsieur Katumbi, ont fait un communiqué conjoint dans lequel ils ont évoqué plusieurs aspects de l'actualité. Parlant de l'Est de la RDC, ils ont dit, au vu de la grave crise politique, sécuritaire, socio-économique que traverse la RDC et de ses conséquences sous la population congolaise, nous lançons un appel pressant à la paix et à l'unité nationale, tout en soulignant l'importance et l'urgence du respect des droits fondamentaux aujourd'hui bafoués des citoyens, de la préservation de la démocratie, de l'état de droit qui ont laissé place à l'oppression et à la dictature. Nous exprimons notre solidarité envers les populations victimes des choix politiques désastreux du pouvoir en place et saluons les efforts en cours au niveau régional et international, notamment dans le cadre des initiatives de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix en RDC. Dans cette perspective de résolution pacifique de la crise, nous encourageons les facilitateurs à demeurer attentifs aux revendications des partis en présence et surtout des populations congolaises qui aspirent à la paix, à la liberté et à la démocratie, ce dont elles sont largement privées aujourd'hui. Voilà, on va se limiter là, hein. On va pas aller vraiment dans les détails. On va laisser aux analystes de s'exprimer. Alors, monsieur Freddy Mulumba, avant qu'on prenne le sujet, hein, juste un petit mot sur cette question d'actualité. Kabila et Katumbi se sont exprimés sur la question de l'Est. Vous les avez suivis. Votre commentaire? Oui, je pense qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent.
Mais ce qui est beaucoup plus essentiel ici, c'est condamner Kagame. C'est bien de parler de l'unité du pays, parler des droits de l'homme au Congo, mais oublier 10 millions de morts, un génocide. De l'autre côté, 7 millions de déplacés internes et vous avez un pays occupé. Le Congo est occupé. Donc je pense qu'il fallait au-delà de ces déclarations et demander aux Congolais d'aller au-delà de ce que nous voyons. Il y a des grands enjeux, de très grands enjeux. C'est ainsi que je dis, avant qu'on entre dans des débats de fond, il faut tracer quand même, donner un peu quelques clés de lecture. Parce que ici, on voit des individus qui parlent, mais on ne sait pas ce qui se passe réellement. Vous savez, ce qui se passe en Syrie, aujourd'hui, doit quand même interpeller l'élite congolaise. On peut dire que la Syrie est finie, n'existe plus, c'est terminé. On va partager ces pays. Il faut reconnaître qu'avant, durant l'Empire ottoman, la Syrie n'existait pas en tant qu'État. Donc la Syrie a existé, a été une création, ou bien un partage entre la Grande-Bretagne et la France. C'est comme ça que la Syrie est née. Donc, ça ne tombe pas du ciel. C'est une création de grande puissance. Quand je parle d'être attentif par rapport à ce qui se passe en Syrie, c'est presque on a presque la même, comment dirais-je, presque le même destin. En 2013, on a publié un ouvrage avec le professeur Kankwena Mbaya sur le Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. 2013. En 2013, il y a un Français qui a publié La tragédie syrienne, révolte populaire ou complot international. Ici, dans ce livre, on parlait déjà de la balkanisation, la disparition de l'État syrien. C'est un complot occidental. Nous, en 2013, on a fait la même chose. On parlait déjà de la balkanisation de l'implosion du Congo, un complot occidental. Un complot occidental. Oui. Donc, nous sommes presque, c'est presque qu'est-ce que je peux encore dire, nous risquons de connaître avoir le même résultat. En Syrie, en 2013, on a publié cet ouvrage en disant qu'il y a un complot. Il y a eu des désordres, il y a eu des guerres, la guerre civile, mais entretenue par l'Occident, jusqu'à ce que la Syrie a disparu. Chez nous, en 1997, il y a eu la guerre de la l'AFDEL. Et jusqu'à aujourd'hui, cette guerre perdure. Mais leur projet de balkanisation n'a pas encore abouti. Et vous allez voir en Syrie, il y a du côté des Kurdes, là où les Kurdes se trouvent, il y a du pétrole. Le pétrole là est pillé et volé par l'administration américaine, mais on ne sait pas à qui ils donnent l'argent. Vous avez aussi du côté de l'Est du Congo, notre pays, vous avez la mine de Rubaya, la mine de Coltan et d'autres mines occupées par les troupes rwandaises. On pille, on vend, on ne sait pas remettre l'argent à qui. Donc il faut qu'on fasse très attention en prenant des exemples. C'est pour dire que il faut se méfier d'abord des négociations, hein? De deux, se méfier du droit international. Vous avez vu, l'Israël a cassé le Liban, c'est un État souverain. Ils sont allés frapper le Yémen. Ils ont cassé la Syrie, c'est un État souverain. On n'a pas parlé du droit. La Russie a occupé l'Ukraine. Ils ont annexé la Crimée. La Crimée. Oui. On n'a pas parlé du droit. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on ne puisse pas utiliser toujours ce discours de droit international. Alors, quels sont les points de ressemblance entre la Syrie... Attends que je termine. Oui. Donc, il faut maintenant que de notre côté, qu'on comprenne. Quand les droits internationaux ne sont plus respectés, ce qui compte, c'est le rapport de force. Ça signifie qu'il faut que les Congolais comprennent. Il faut faire la guerre, créer un rapport de force pour que, en attendant qu'une nouvelle structure géopolitique mondiale se mette en place. Donc, il y a ce qu'on peut appeler un monde multipolaire. Mais en attendant, il faut se battre.
Parce que ce qui compte maintenant, c'est le rapport force-la force. Mais les Occidentaux justement ont balkanisé, ont fait disparaître la Syrie. Oui. Ils sont en train d'exploiter aujourd'hui de façon totale le pétrole syrien. Exactement. Alors aujourd'hui, les mêmes Occidentaux veulent balkaniser la République démocratique du Congo. Exactement. Donc il y a des points de convergence entre ce que la Syrie a vécu et ce que le Congo a connu. C'est quoi le point, les points communs entre ce que la Syrie a connu et ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui? Donc la Syrie, il faut dire que le point commun, c'est quoi? C'est une guerre entretenue par le monde occidental pour le contrôle des matières premières. Le pétrole pour la Syrie, chez nous, c'est le coltan, d'autres minéraux. Donc le problème de l'Occident aujourd'hui, c'est avoir la main sur les minéraux pour faire face à la Chine. Parce que, surtout pour notre propre pays, il y a un affrontement entre la Chine et l'Amérique pour le contrôle des métaux rares ou bien des minéraux stratégiques. Donc l'Amérique a besoin de mettre la main dessus. Et pour cela, on utilise le Rwanda et l'Ouganda. Donc penser qu'on va négocier, ça va régler les problèmes, c'est une erreur. Il faut engager la guerre très rapidement. Je dis très rapidement. Engager cette guerre pour créer un rapport de force. Quand les grandes puissances vont décider de mettre fin à la guerre, que nous soyons en position de force pour protéger nos intérêts. Mais tant qu'on se laisse entraîner dans les négociations, nous risquons de connaître ce que le Soudan a connu. Il faut mettre fin aux négociations. Il ne faut pas négocier, il faut faire la guerre. C'est tout. C'est tout. Ouais. C'est la seule option à prendre. Alors, je donne la parole également à M. Kassia. Exact. Monsieur Kassia, quelle est votre lecture de cette question de l'insécurité, surtout la menace de balkanisation qui plane? Voyez-vous les points de similitude entre la Syrie et la RDC aujourd'hui? Moi, de ma part, je n'irai pas totalement dans cette approche. Je parlerai par contre de la Yougoslavie. Parce que lorsque nous regardons la configuration administrative de notre pays, de par l'histoire, vous allez constater, et nous l'avons bien établi dans notre constitution, et également dans notre hymne national, les peuples congolais est un peuple uni par l'essor. Notre essor est celui qui a été voulu par Léopold II, que cet espace soit un État. Parce qu'avant, la RDC n'était pas un État sur le plan juridique moderne. C'était un ensemble, un faisceau de vassaux, des principautés. Dès l'instant où nous sommes entrés dans cette dynamique de faire de la République démocratique du Congo un État, on doit également prendre en compte quelques considérations qui ont suivi la période d'avant l'État indépendant du Congo. C'est ce qu'on a appelé l'Association internationale africaine. C'est cette situation, cette circonstance, cette période qui a scellé même l'essor de notre pays, faisant de nous une zone neutre où se passeraient les commerces internationaux, où plusieurs puissances viendront pour puiser les minerais et les différents échanges. Et lorsqu'on fait maintenant une analyse en termes de similitudes avec les pays qui ont subi les mêmes sorts que nous, avant même d'y aller au niveau de la Syrie, prenons l'exemple de la Yougoslavie. Durant la gestion du maréchal Tito, la Yougoslavie constituait un même État. Mais la Yougoslavie était constituée de plusieurs composantes, notamment la Serbie et la Croatie, qui ont été de l'histoire ancienne des composantes sociologiques différentes. Mais par avidité, par besoin de créer plusieurs États satellites pour garantir les intérêts, notamment occidentaux, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Tito? On a disloqué la Yougoslavie. Et quand nous voyons la situation de la RDC, nous ne sommes pas loin de tels événements. Seulement que nous avons une classe sociale, pour parler du peuple tout entier, qui n'a pas encore constitué une masse critique, qui sait voir dans les tréfonds ce qui se passe dans le monde et ce qui peut nous arriver. Allons dans les exemples plus pratiques. L'insécurité dans l'Est de la RDC est une situation qui a été installée par la volonté des puissances occidentales obscures, dont vous et moi, nous ne sommes pas ignorants. Ah, une question, avant que vous ne puissiez poursuivre, juste une question par rapport au premier commentaire que vous avez fait. Si la République démocratique du Congo est une volonté des puissances, une volonté
des États qui se sont réunis et qui ont justement formé la RDC et même d'autres États, pourquoi ceux-là même qui ont formé la République démocratique du Congo par leur propre volonté voudraient encore le disloquer? Eh bien parce que vous savez que la technologie évolue, la science est évolutive. Il y a bien de choses que nous découvrons avec le temps qui, il y a 3 siècles passés, n'étaient pas très connues. Vous savez que, par exemple, les interventions intempestives de la France dans les dossiers congolais est simplement liée à un supposé droit de préemption qui s'est autorisé ou qui s'est installé lors du découpage ou du départage de l'Afrique entre Sarvonia de Brazza et Stanley. Et donc, vous voyez souvent, ces considérations ont des intérêts d'ordre économique, environnementaux et politiques. Je vous fais un exemple très palpant. Quand vous lisez Charles Onana, il vous fait quelle évaluation? De 1994 à ces jours, la RDC, au-delà des pertes de 10 millions de civils, la RDC a perdu... Sur les 10 millions là, on ouvre une petite parenthèse. La source. Quelle est la source? Mais c'est une guerre d'intérêt économique, d'ordre économique. C'est pourquoi je vais vous expliquer. Allez-y. En 1994, l'administration Clinton, du président Clinton, qui est encore vivant ces jours, a déployé une opération qu'on appelait Support Hope pour venir en aide au Rwanda sous prétexte... Là, c'est Charles Onana. Oui, mais Charles Onana, là, à défaut de lire Charles Onana, vous pouvez aussi consulter Michaela Wong, la journaliste anglaise. Elle vous explique, en similitude avec les propos de Charles Onana, qu'il y a eu ces interventions, entre guillemets, sous couvert d'une intervention humanitaire, mais qui avait des considérations politiques, militaires et économiques, dont la visée principale était l'occupation de la partie est de la RDC, les Grands Kivu, pour soit faire de cette zone un nouvel État, qu'on pouvait aussi appeler qui fait du génocide un prétexte. Un grand prétexte, parce que 800 000 de tout ici, on doit les dire de façon rapide, ne constitue pas le vrai enjeu dans cette histoire. Le vrai enjeu, c'était de délocaliser d'abord le leadership qui a duré en Afrique centrale. Le président Mobutu a duré comme leader de l'Afrique centrale et il devait les pousser vers la porte des sorties en compagnie de ses amis. Et pour conclure, puisque la guerre est d'ordre économique et environnemental, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous lisez Charles Onana, on vous dit quoi? Nous avons perdu plus de 100 000 hectares de kilomètres carrés de forêt. Pourquoi? Pour l'exploitation minière. En dehors des pertes des citoyens et des citoyens congolais innocents, en dehors des pertes des femmes qui sont violées. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez cette situation simplement dans un format d'une guerre entre un groupe rebelle et la RDC, vous n'allez pas entrer dans les abysses, dans la profondeur des vrais enjeux. Il faut voir ce qui se cache derrière cela. Vous voyez l'opération turquoise, vous voyez l'opération Support Hope du président Clinton qui a opéré. Ils ont soutenu les Rwandais avec munitions, avec armement, avec moyens financiers. Et c'est ce qui a même conduit l'indifférence du gouvernement, des gouvernants occidentaux. On va comprendre que l'administration américaine de l'époque avait pour mission d'occuper l'Est de la RDC. Pour en faire un nouvel État. Un État connexe sous tutelle du Rwanda. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous revenir incessamment. Je passe la parole à M. Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba, chaque fois que je vous reçois ici, vous dites que toute l'administration congolaise de l'époque, après l'arrivée de Musée Laurent Désiré Kabila, était sous la botte de Paul Kagame. Tous ces gens qui étaient nommés ici, ils dépendaient de Kagame. À l'époque, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus le cas avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui a empêché, puisqu'ils avaient tout en main, ils avaient l'administration, ils avaient l'armée, ils ont infiltré un peu partout. Qu'est-ce qui a empêché que le Congo soit balkanisé à ce moment-là? Oui, il faut dire que c'est la résistance de notre peuple. Nous sommes un très grand peuple. Le peuple congolais a résisté à Léopold II, parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Le temps indépendant du Congo, nos aïeux étaient fouettés midi et soir. On coupait les mains. Il y a un génocide de Congolais, 10 millions de morts que Léopold a tué à cause du caoutchouc. Ça, vous ne connaissez pas cette histoire-là.
Non, Donc, je dans connais cette notre histoire. mémoire collective, il y a toujours cette résistance. Et pendant la colonisation, si vous lisez l'histoire, il y a la révolte de Bampende en 1881. Il y a la révolte à la Jacamine avec les travées de Jacamine en 1941. Nous sommes habitués à nous battre contre l'oppresseur. Donc, dans notre culture aujourd'hui, on n'accepte pas qu'un peuple ou bien quelqu'un d'autre vienne nous dominer. Voilà pourquoi, malgré les 30 ans qu'ils ont fait, ils ne sont pas parvenus à couper le Congo en morceaux. Mais ce qui est beaucoup plus important dans ça, c'est que les gens comprennent, qu'on explique aux gens pourquoi cette guerre perdure et que cherche réellement M23. On vous dit aller négocier. On demande au gouvernement congolais d'aller négocier avec M23. Ça fait plus de 20 ans. Que cherche M23? Donc, que cherchent les Rwandais et les Rwandais Allez-y. à travers aujourd'hui M23. D'où vient les mouvements du 23 mars? Ce qu'on appelle M23. Voilà, il faut partir d'abord. Il faut approfondir cette question des origines du M23, du soutien du M23, et puis, on va dire, des objectifs du M23. L'objectif est connu, c'est la balkanisation. Il les disent ouvertement. Donc ici, maintenant, c'est comment ces gens ont procédé. Il y a d'abord l'AFDEL. L'AFDEL prend le pouvoir à Kinshasa avec les Rwandais et les Ougandais. On appelle d'autres peuples qui nous ont fait la guerre. L'AFDEL s'installe à Kinshasa avec Mosé Kabila. L'AFDEL, un mouvement rwandais. Rwandais-ougandais. Non, Burundais. c'était un mouvement composanté comme congolais, parce que c'était Kabila qui était le patron, mais la réalité c'était quoi? C'était l'armée rwandaise et ougandaise qui faisait la guerre. Je pense que Charles en a bien expliqué à travers son livre comment est-ce qu'ils ont procédé pour chasser Mobutu. Les cas de gros, c'était juste des boucliers. C'était un coup d'État masqué. Charles le montre très bien, je suis content que notre ami ait lu les livres et ait retenu. Félicitations, c'est déjà une bonne chose parce que c'est la jeunesse qui pourra prendre la relève demain. Au moins, les jeunes s'instruisent. Donc, l'AFDEL prend le pouvoir. Kabila à la tête. Là, c'est le Rwanda qui prend le pouvoir. Oui, les Rwandais et l'Ouganda prennent le pouvoir. On les chasse par Mosé Kabila. Le 2 août 1998. Voilà l'importance de l'histoire. On crée RCD, on crée, comment on appelle Ils sont envoyés pourquoi? Vous dites? Les Rwandais sont... C'est parce qu'ils voulaient, il faut suivre Mosé Kabila, il est dit ouvertement. Ces gens sont venus ici, ils ont pris du miel, ils ont goûté, maintenant ils veulent nous dominer. Mais pourquoi il est venu avec eux? Ils ont été nommés à des postes de responsabilité, à l'armée, Ce n'est pas Mosé aux affaires étrangères. Tout a été fait par Kagame et Museveni qui nommaient les gens ici. James Kabarebe était... Mosé Kabila était sous les ordres de Museveni Oui. et Kagame. Exact, oui, Kagame l'a dit ouvertement, c'était le patron. On a chassé, le 2 août 1998, on a chassé les Rwandais et les Ougandais. Musée a voulu qu'on soit un pays indépendant. On a assassiné Musée. Ils sont revenus maintenant à travers les négociations sans site. RCD prend les pouvoirs militaires, sécuritaires en main avec Robert Rwanda. D'abord, il y a l'arrivée de Joseph Kabila Non, ça va. qui succède à son père. Oui, mais c'est dit qu'on a tué Musée, Oui. assassiné. Est-ce que c'est la même Kabila, c'est la rupture avec le Rwandais ou c'est la continuité avec le Rwandais? Kabila fils. Dans sa continuité, il n'y a pas de rupture. La rupture est où? Parce que quand Kabila est arrivé, c'était Kagame et Museveni qui contrôlaient le Congo. Qui ignore ça? Mais Jean-Pierre Bemba, qui était soutenu également par l'Ouganda. Oui, mais tout le monde travaillait pour les intérêts étrangers. Il n'y avait personne qui travaillait pour le Congo. Il n'y avait personne. Personne, Zaïd Ngoma. Personne, je dis personne, depuis que Musée est décédé, a été assassiné. Tout le monde qui devrait être au pouvoir devrait être d'accord avec le Rwanda. Il y a Madame Moulimbi. Moulimbi, c'est une dame qui était proche de Musée. Il a fait des témoignages. Dès qu'on a assassiné Musée, la première chose qu'on a faite, on a chassé tous les gens qui étaient proches de Musée. On a recruté d'autres personnes. Donc on ne voulait pas travailler avec les gens avec qui Musée avait travaillé. Donc les nouveaux pouvoirs... Mais Musée avait renvoyé déjà les Rwandais. C'est fini avec le Rwandais. C'était fini, mais ils sont revenus comment? À travers Sam City. Robert était qui? C'est un Rwandais ou un Congolais?
Il est congolais, mais il vient d'où? Ça à vous de nous dire. Il vient du Rwanda. Pourquoi tu veux... Il est Mounia-Moulengue, mais on dit il est Mounia-Rwanda. C'est connu. Leurs origines, ils parlent quelle langue? Kinyarwanda, non? Hein? Vous-même, vous dites qu'il y a des Banyarwanda congolais. J'ai dit Il n'est pas Banyarwanda congolais. Il n'y a pas des... J'ai toujours répété. Il y a Robert Roy, il est d'origine rwandaise. Mais il est congolais par nationalité. C'est très clair, il n'y a pas à discuter. C'est quoi la différence? Il y a les droits d'un côté, de l'autre côté, il y a la sociologie. Sociologiquement, il dépend du Rwanda. Sur le plan juridique, nationalité, il est congolais. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il a été vice-président. Oui, il a été vice-président, on l'a mis au pouvoir par Kagame et Museveni pour contrôler l'armée. Voilà, en 2004, Kunda et Mutebuzi mettent la main sur Bukavu. À Kinshasa, les jeunes gens se révoltent, les étudiants. Ils descendent à la MONUSCO, ils ont fait beaucoup de bruit. Les Occidentaux étaient obligés de demander à Kunda et Mutebuzi de se retirer de Bukavu. Ils se retirent. Kunda monte dans les Massissi, Mutebuzi, je ne sais pas, il est parti au Rwanda. 2006, premières élections avec Kabila Joseph. Kabila passe. Après élection de Kabila, Kondé dit, nous ne sommes pas représentés. Nous, les Tutsis, nous ne sommes pas représentés au gouvernement. Revendication. Kabila décide avec les autres, avec le gouvernement congolais, pour attaquer un Kunda. Mais Kunda, un Rwandais? Je t'ai dit, il est d'origine rwandaise, mais il avait la société congolaise parce qu'on leur a donné une nationalité collective à partir de Sand City. C'est Sand City ou c'est Mobutu qui avait dit que avec Sand City. Abiyarimana et Bisengimana? Kunda, c'est avec Sand City. À Sand City, quand on a négocié, on a dit que tout le monde qui est venu au Congo depuis 1960 est congolais. Donc, c'est à partir de la Constitution que ces gens sont devenus des Congolais. Mais en principe, ce sont des Rwandais. Ils sont d'origine rwandaise. Pour vous compreniez calmement. Ce sont des Banyarwanda. Tous les Banyarwanda, en principe, de droit, certains sont congolais, mais sociologiquement, aucun Banyarwanda n'est congolais. Sociologiquement. Mais je dis qu'ils n'ont pas de terre ici. Regardez l'histoire. Ils sont des Congolais par rapport à la loi. C'est tout. C'est les droits. Mais sociologiquement, ils ne sont pas congolais. Tous sont des... Allez-y. Okay. C'est un débat qu'on fera un autre jour. Donc, Kunda... Vous allez parler, hein? C'est important parce que l'histoire est très importante. Pour comprendre pourquoi... pour comprendre qu'est-ce que M23 cherche. Oui. Parce que dans toute cette guerre, ce qui intéresse les revendications, savoir des terres. Le conflit en Minembwe, c'est un conflit de terres, un conflit foncier. Entre les Banyarwanda, ceux qui sont venus, et ceux qu'on a trouvés là-bas. Ce n'est pas récent. Il faut dire que durant la colonisation, il y a eu beaucoup plus de migration d'origine, donc des Rwandais d'origine, des Banyarwanda vers le Congo. Avant, durant la colonisation. Ça testé par le document de l'histoire, il n'y a pas à discuter. Donc, le problème, maintenant, 2006, Kabila est élu, première élection. 2008, Kunda, avec le CNDP, la création de CNDP, réclame qu'on puisse, que soit représenté au sein des institutions congolaises. Alors, parlons un peu. Je crois que, M. Freddy Moulomba, je vais vous repasser la parole pour que nous allions, pour que on parle de ces accords-là de CNDP de 23 mars 2009. Oui. Je vais vous repasser tantôt la parole pour que nous ayons de façon détaillée et j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet. Ça va, allez-y. Merci. Alors, M. Kassia, M. Kassia Gériel, je vous pose aussi la même question. Qu'en savez-vous du M23 aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Dan. Je voudrais qu'à l'occasion, nous puissions nous situer à 3 moments. Quand il faut parler de la balkanisation, il y a 3 séquences. La première, c'est en 1960, la deuxième en 1998, et la troisième avec l'avènement du président Félix Tshisekedi. Le premier acteur politique congolais à avoir un peu l'élément balkanisation, c'est Patrice Emery Lumumba. En 60? Oui. Pourquoi? Parce que l'objectif
de Belges, après leur départ, était de créer des leaders régionaux. Des leaders qui ont une mainmise sur la fibre tribale ou sociologique. C'est pourquoi la majeure partie des partis politiques qui ont été créés en 1960 étaient à la base d'abord des associations culturelles. C'était des leaders qui s'identifiaient par leurs associations culturelles, ils parlaient de leur communauté. Et c'est les Belges qui étaient derrière. Exactement. Parce que ces deux séquences-là, ça se croise aussi avec la séquence de 1990 sur la démocratisation. En 1960, nous avons constaté une prolifération des partis politiques. Mais la majeure partie de ces partis étaient des associations à caractère culturel. Donc c'était des associations qui s'identifiaient aux provinces. Lumumba a fait preuve d'un nationalisme exaltant. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Ils ont instrumentalisé tous ces leaders qui avaient un contrôle assez efficace sur des grandes régions. C'est pourquoi nous avons connu des sécessions. Et en 98, c'est la deuxième tentative d'une balkanisation. Dès l'instant où Mouzé a repris les commandes de la gouvernance, il a demandé aux amis, il a fait un communiqué officiel pour remercier nos amis du Rwanda pour tout le travail qu'ils avaient fait. Mais les Belges qui avaient la totalité du Congo, qui n'avaient pas... Monsieur Freddy a parlé de la résistance populaire. Les Belges qui exploitaient le Congo à leur guise, qui fouettaient les Congolais, comme le dit monsieur Freddy Mulumba, ils avaient le pouvoir, oui. Ils avaient le savoir. Oui. Pourquoi à l'époque n'ont-ils pas morcelé le pays, puisqu'ils avaient tout entre eux? Mais déjà parce que vous connaissez les plans des 30 ans de Van Bilsen. Ah, c'est pour l'indépendance. Oui. La Belgique voulait que l'indépendance intervienne en 1980, carrément 90. 30 ans encore de plus. Lumumba a dit non, on prend l'indépendance immédiate. Et les Congos, je vous ai expliqué dès le départ, de l'Association internationale africaine à l'État indépendant du Congo, n'a jamais été voulu comme un espace gouvernable. Le Congo est vu sur le plan international comme un espace économique où tout le monde peut venir puiser et aller se ressourcer dans son état. Donc c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre cette acception. Ici, sur cet espace congolais, on ne voit pas les citoyens congolais comme des humains. On voit un simple espace de brousse où il y a des minerais, il y a de l'eau, il y a des forêts et tout le monde peut venir couper des bois comme il le veut, puiser, prendre le pétrole et aller raffiner ailleurs, prendre de l'or et du coltan, aller fabriquer des téléphones ou des bijoux ailleurs, prendre les diamants et l'amener à Anvers. C'est ça l'objectif que le monde occidental a conçu pour le Congo. Alors, dès l'instant où vous avez eu un nationaliste, trois séquences, les premiers nationalistes c'est Lumumba, les deuxièmes Laurent Désiré Kabila, les troisièmes nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi qui a donné une dynamique assez nouvelle sur cette question. En 98, qu'est-ce que vous avez constaté? Dès l'instant où nous avons remercié les Rwandais, ça n'a pas fait plus de 7 jours. Ils sont revenus et ils ont commis un grand crime. Ces gens-là, ce sont des grands bandits. Pardon. Ils nous ont ramené ici 3 avions civils détournés. C'est du terrorisme. Ils ont pris en otage la base militaire de Kitona. Ils ont coupé l'électricité à Kinshasa. Vous et moi peut-être étions très jeunes. Mais il y a eu des morts ici à Kinshasa, dans les maternités. Nous avons perdu des bébés ici à Kinshasa. Tout ça, c'était quoi l'objectif? De créer ce qui s'est passé en 1960, créer des leaders régionaux qui vont contrôler des zones stratégiques. Et qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Mouzé? Nous avons RCD, MLC, Goma, nous avons eu toutes ces grandes sections qui étaient derrière pour tous ces mouvements-là. Pour accomplir la balkanisation. Et la preuve, pour chuter. Vous savez que même aujourd'hui, je ne veux même pas parler de la Constitution, nous ne sommes pas venus pour parler de la Constitution. Mais quand vous lisez même notre Constitution, vous constatez que dans l'article 198 alinéa 4 de la Constitution, on vous parle que le gouvernement provincial doit tenir compte de la représentativité provinciale. Mais quand vous arrivez à l'article 90 alinéa 3, on vous dit que le gouvernement central doit tenir compte de la représentativité nationale. Donc nous sommes dans ce conflit entre rechercher la cohésion nationale et l'unité nationale et taire de plus en plus les replis identitaires. Pourquoi dans nos provinces aujourd'hui, après la décentralisation, ceux qui sont du Haut-Katanga n'ont plus droit d'aller gouverner au Lualaba, encore moins au Tanganyika? C'est ça qu'on appelle, moi j'appelle personnellement, la balkanisation tacite. On est en train de créer de plus en plus ces régionalismes où les gens s'identifient en fonction de leur milieu sociologique sans pour autant avoir une visée étatique ou nationaliste. Donc, c'est déjà fait à dessein. Cette constitution
est fait à dessein pour balkaniser. Même quand on parle... Oui, il y a des pièges. Mais quand on parle des réformes, on ne doit pas s'arrêter qu'à parler du mandat ou de la forme de l'État. Qui sont derrière alors cette... Mais quand on vous dit que lorsqu'on rédigeait même notre constitution, on était assisté. C'est-à-dire que quand vous êtes assisté, il y a des moments où on peut vous dire que la terminologie joue beaucoup en droit. La terminologie a une grande influence, un grand impact. Parce que la loi a un caractère personnel et contraignant. Dès l'instant où on vous dit que le gouvernement provincial doit tenir compte de la représentativité provinciale, alors que les partis politiques concourent au pouvoir pour l'exercer sur toute l'étendue du territoire national. Mieux serait quoi? La formulation idéale serait laquelle? La représentation nationale doit s'appliquer sur toutes les institutions au niveau national et provincial pour permettre à celui-là qui est cadre au sein du MLC ou de l'AFDC qu'il exerce aussi comme gouverneur au Congo central, bien qu'il soit du Kivu, qu'il exerce aussi comme ministre provincial en Équateur. Il est congolais. Pourquoi on dira que la représentativité provinciale doit se représenter aux institutions provinciales? Vous partagez le point de vue de M. Freddy Mulumba, pour finir, qui dit que le M23 à l'époque, ou le M23, au départ, ce sont des Rwandais qui sont devenus Congolais du fait de la loi, parce que vous êtes... Puisque les mots ministre viennent vous êtes juriste. Puisque les mots ministre viennent du latin mitere, on dira que les M23 sont des ministres du Rwanda. C'est une procuration. On leur a simplement donné mandat à les déstabiliser. Point barre. Donc, aujourd'hui, vous avez tous les rapports. Les missions, il y a eu plusieurs missions sonisiennes ici qui ont fait des captures avec des drones. On vous a montré clairement. J'insiste sur la nationalité de ces gens-là. Oui. On parle des Banyamulenge, on parle des Tutsis, on parle des Hutus, ainsi de suite. Alors, M. Freddy a dit, ce sont des Rwandais sociologiquement, mais qui ont été rendus congolais du fait de la loi. Vous qui êtes juriste. Vous parlez de qui? Je parle des Banyamulenge, des Banyarwanda. Il n'y a pas de différence entre Banyamulenge et Banyarwanda, c'est la même chose. Ce sont tous les Banyarwanda. Les Hutus sont aussi les Banyarwanda. Oui, tous les Banyarwanda. Ça signifie qu'ils viennent du Rwanda, quoi. Alors, tous ces gens-là, ils viennent du Rwanda, ils n'ont pas de nationalité congolaise de souche. Effectivement. Est-ce que vous avez, quand vous lisez la sociologie congolaise, vous lisez même les professeurs Ndaïwel qui a écrit, ou les professeurs Boacha, avez-vous trouvé déjà une ethnie qu'on appelle Banyamulenge? Ça existe dans nos ethnies? Je ne le sais pas. Moi, je ne l'ai jamais appris. Ça n'existait pas. Très bien. Alors, M. Freddy Mulumba, M23, parlons des accords. 23 mars. J'ai expliqué parce que les gens parlent toujours M23, mouvement du 23 mars. Tout ça vient. J'ai expliqué ici avec l'arrivée de RCD. Après RCD, il y a Kunda et Mutebuzi qui ont pris Bukavu en 2004. Nos amis occidentaux ont demandé à Kunda et Mutebuzi de se retirer parce qu'il y avait une forte pression de l'opinion publique, en particulier des étudiants qui ont fait une descente en ville. Ils ont eu peur. Kunda et Mutebuzi se sont retirés de Bukavu. Après ça, Kunda a créé le CNDP. Donc c'est le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Donc la défense du peuple. On ne sait pas de quel peuple il est question. Mais Kunda occupait déjà les Massissi. Il fallait les faire partir. On a décidé à Kinshasa de faire la guerre contre Kunda. Attendez, Kunda, Kabila qui était à la botte, à la solde de Kagame, Kunda qui est à la solde de Kagame, en même temps, ils se combattent. Il faut savoir, il y a eu un compromis, un deal entre Kabila et Kagame. Il fallait sacrifier un Kunda. Ah bon? Oui, il faut lire. Je pense que vous avez le livre de Kimbel. Oscar Mekez. Il en a parlé. Et il y a un deal. Et ce deal, c'était quoi? On fait partir Kamere. Et Kabila fait partir Kamere. De l'Assemblée nationale. Oui, oui. Et de l'autre côté, Kunda est sacrifié. Ça s'est passé après l'intervention de nos troupes sur place à Goma. On envoie des troupes. Ils arrivent à Goma. Des Rwandais? Non, des Congolais.
notre armée est partie en 2008, 2008-2009. Ils sont partis, ils ont connu une défaite devant les rebelles d'Nkunda, le CNDP. Notre armée. Notre armée. Et comme l'armée congolaise a perdu la guerre, il fallait négocier en position de faiblesse. C'est ainsi qu'on a imposé les accords du 23 mars 2009, ces accords signés entre l'État congolais, le gouvernement congolais, avec la rébellion, qui étaient les gens qui devraient, les conciliateurs, c'était l'ancien président nigérian, Obasanjo, et aussi l'ancien président tanzanien. On s'est mis d'accord et je me rappelle l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, a posé la question à Tchibanda, parce que Tchibanda qui avait signé. Est-ce que vous êtes sûr Raymond Tchibanda qui a signé le document? Ancien ministre des Affaires étrangères. Exact. On a posé, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez signé? Donc il y avait un doute parce qu'on avait tout cédé. J'ai dit tout cédé. Bon. Lisez-nous un peu les dispositions. Je te donne quelques dispositions. Et notre effort. Ouais, allez-y. Il faut intégrer les éléments de police et des unités armées. Donc, on a fait les mixages. Kunda ne s'est pas déplacé. On a pris tous les rebelles. On leur a donné des grades de généraux, de majors, de colonels. Ils ont intégré l'armée. Ils ne sont pas déplacés. Ils sont restés à l'est du Congo. L'autre élément important, le CNDP s'est mué en parti politique. Donc, automatiquement, ils ont infiltré les systèmes politiques congolais. Donc, ils ont infiltré l'armée à travers les mixages. Ils ont infiltré le système politique congolais à travers la création de partis politiques CNDP. Mais ce qui est grave, c'est le CNDP qui a proposé un modèle de découpage du territoire national. Donc, ça y est dans les documents. Je demanderai à beaucoup de Congolais de lire les documents, les accords entre CNDP. Non, qu'est-ce que l'accord de paix entre CNDP Monsieur Freddy et le Mulumba, gouvernement, oui. parlons un peu de ce découpage. Le M23 ou le CNDP, c'est ça? Le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. Oui. Le découpage, dans ce sens-là, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire? Non, ça, je ne voudrais pas entrer En détail. en détail. Ça, c'est le document. C'est un des articles qui se trouve dans les documents, dans les accords. Ouais. Découpage du territoire national. Mais il faut se poser la question. Comment un mouvement rebelle peut demander à ce qu'on fasse un découpage du territoire national? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils étaient tellement très puissants pour imposer ça aux Congolais. Et je pense qu'il y a eu une complaisance quelque part parce qu'ils ne sont pas tous idiots. Tel document, on ne peut pas les signer. Et vous allez voir que généralement, quand les Congolais vont signer le document, ils ne sont pas très clairs. Il y a une manipulation et complicité. Et généralement, tout est remis en cause après signature. C'est ça un peu le drame. Donc, le CNDP, c'est les accords. Maintenant, comme il y a eu un deal, il fallait éjecter Nkunda. Nkunda est parti au Rwanda. On dit qu'on l'avait arrêté. C'est Bosco Tanganda qui apparaît, qui a pris la tête des mouvements donc, du M23. Donc M23, c'est le mouvement du 23 mars, ça signifie que c'est le CNDP rénové. Là, c'est changé de nom. Maintenant, l'M23 demande à ce qu'on applique les accords signés entre les gouvernements congolais et les rebelles du CNDP. En 2009. En 2009. Donc, c'est l'application de cette... C'est l'application de ces accords. Le gouvernement congolais n'a pas bien marché, mais il y a eu quelque chose qui a bouleversé, parce qu'on a demandé à Kagame et Museveni de retirer leurs troupes du territoire congolais. On demandait à Museveni. Et Kagame. À Kagame. C'est par Obama. Obama, et tout comme les Britanniques, ont demandé à Kagame de retirer les troupes. Il a retiré les troupes. L'ONU, la MONUSCO, avec c'était la MONUSCO, avec notre armée, ont battu les M23, sont partis se réfugier en Ouganda et au Rwanda.
Maintenant, il fallait continuer les négociations. Parce que Vous dites des choses à la fois, M. Freddy. Vous dites que oui. Obama a demandé que les troupes se retirent, Oui, et vous dites également que notre armée a battu. mais oui, c'est Le normal. 23. C'est parce que ils étaient sur le terrain. Dès que Deux choses différentes. non, c'est pas différent. Kagame avait ses troupes sur le territoire. Hmm. On lui a demandé Oui. de retirer ses troupes. Il les a retirées. Au même moment, notre armée et qui avec la Le MONUSCO soutien M23 a été... Non, non, j'ai dit que les troupes rwandaises qui étaient sur le terrain ont été retirées. Mais M23, notre armée avec la MONUSCO sont mis ensemble pour mettre M23 à l'extérieur du territoire. Donc il y a des Congolais qu'on utilisait en disant c'est M23 ou bien CNDP, mais la réalité c'est quoi? C'est les troupes rwandaises qui contrôlent tous ces mouvements. Merci Donc, beaucoup. Attends, je n'ai pas encore terminé. Au même moment, il y a eu négociation. Parce que pendant cette période, on négociait. Il y a eu des pourparlers de Kampala. Et pendant ces pourparlers, je me rappelle, il y avait l'ancien ministre Mamba Tshishimbi. François Mwamba François Mwamba Tshishimbi, Tshishimbi, ancien conseiller en matière de sécurité de... Donc, Oui. Mamba Tshishimbi était à la tête de cette histoire de mécanisme. mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ok. Il a négocié avec ces gens. Ils sont partis en Ouganda pour signer. Et pendant cette période, avant qu'on les mette à la porte, lis un peu l'article 5 de la proposition d'M23 pour comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent. Bon, d'abord, les documents étaient Non, intitulés les documents, j'ai mis ensemble. Il y a Accord de d'abord- paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP en sigle. Non, non. Ça, c'est une Article- partie. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une partie. C'est différent. Ça, c'est... Il y a trois documents. Ok. Il y a l'accord CNDP. Oui. Deuxième document, il y a le document signé par l'État congolais à Nairobi. Troisième document, il y a le document signé par les rebelles d'M23, séparément. Mais la même année. La même année. Oui. Et là, nous sommes sur le document... Ça, c'était le document que M23 avait proposé pour discuter. C'est- Parce qu'ils étaient en conflit. Ok. C'était pas Ça, adopté. non, c'était pas adopté. Ok. Article 5. L'article 5 de ce projet d'accord dispose que du fait des guerres récurrentes ayant entraîné la destruction des infrastructures, du tissu socio-économique, la fracture de la cohésion sociale et l'absence de toute perspective de développement suite au déficit d'une paix durable et de la sécurité durant les dernières décennies dans l'Est de la République, le gouvernement s'engage à décréter la partie Est de la RDC, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Touélé, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée. Ça, c'est la proposition d'M23 au gouvernement congolais. Donc, c'était le document que le gouvernement devrait signer. Mais ça n'a pas eu lieu. Parce que M23 a été battu, écarté du territoire congolais. Donc, c'est pour vous dire que l'enjeu de ces négociations, c'est que les Congolais, les gouvernements congolais reconnaissent, Ces documents, ces accords, pas ces accords, ces propositions. les propositions, qu'ils acceptent les propositions, comme ça, le M23 contrôle tous ces territoires. Et je me rappelle, Marie Robinson, qui était envoyée spéciale des Nations Unies, avait demandé aux Congolais d'accepter cette proposition. À Kinshasa, on a dit, pas question. Même si ça c'était François Mwamba qui l'avait dit, même si nous pouvons négocier pendant 10 ans, on va négocier, on ne peut pas abandonner même pas un morceau de territoire aux rebelles. Merci Donc, beaucoup. ça s'est terminé comme ça avant que revienne en 2019. Je donne la parole à monsieur Kassia, et puis nous allons finir. Hein. C'est l'avant-dernier tour de table. Je donne la parole pendant 5 minutes. Monsieur Freddy parlera 5 minutes pour conclure. Et vous aussi, vous allez donner votre dernière parole. Alors, pourquoi considérez-vous Félix Tshisekedi comme étant un des héros que nous avons connus depuis l'indépendance? Parce que j'ai suivi dans votre récent exposé, vous avez dit, il y a eu 3 grands chefs nationalistes. 60, vous avez parlé de Lumumba. 98, vous avez parlé, 97, vous avez parlé de Laurent Désiré Kabila. 2019,
Félix Tshisekedi. Quel est le caractère, qu'est-ce qui donne le caractère de nationaliste à Félix Tshisekedi? Premièrement, l'amour de la patrie, parce que quand on aime la patrie, on vise l'intérêt général est le salut du peuple. Mais à cela, on ne va pas lier carrément, on ne va pas tout positiver. La qualité primordiale, centrale dans la chose, c'est que le président Félix Tshisekedi a amené les débats autour de la situation sécuritaire à un niveau beaucoup plus élevé qu'auparavant. Aujourd'hui, vous savez très bien que Apple a pris une position pour ne plus, sous le plan formel, sur le plan médiatique. Apple a déclaré officiellement qu'il ne pourra plus prendre du coltan venant de la zone des Grands Lacs. Mais dites-nous, monsieur Kassia, c'est quoi les points de similitude entre Lumumba, Laurent Désiré Kabila et Félix Tshisekedi? Premièrement, c'est vouloir l'unité nationale. Que la RDC demeure dans sa superficie territoriale de 2 345 000 km², premièrement. Et deuxièmement, que tout Congolais se sente chez lui, partout où il se trouve, et que tout Congolais soit capable de dormir sur ses deux oreilles. Ça, c'est des façons très simples pour faire comprendre à tous ceux qui nous suivent. Le deuxième élément, c'est de permettre à la RDC de revenir sur les concerts des nations. Parce que la RDC jusque-là n'a pas de cahier de charges. Nous n'avons aucune feuille de route. Nous n'avons aucun projet. Est-ce que vous savez que dans 6 jours, nous allons accéder en 2025 et ce sera pour nous, je crois bien, notre 65e anniversaire comme pays indépendant. Et ce qui fera que nous soyons à pratiquement 35 ans du centenaire de l'indépendance de la RDC. Quel est le projet congolais que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que la RDC a à offrir? Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur le plan international, cette grande mutation de l'ordre politique? Il y a la montée puissante du BRICS. On l'appelle pays solution. Mais on est solution que lorsque... incontournable. On est solution que lorsque on sait mettre de l'intelligence dans ce que nous offrons. Aussi longtemps que nous resterons dans l'artisanat, parce que tout ce qui est puisé au Congo reste dans un stade artisanal. Les minerais quittent les Congo à l'état artisanal, les pétroles à l'état artisanal. D'ailleurs, nos poissons, on ne sait pas les pêcher, nos forêts, on les coupe pour aller les reproduire ailleurs. C'est dû à quoi? Mais c'est dû à l'inefficacité de gouvernance, c'est dû à un manque de leadership assez convaincant. Donc, il y a un grand travail à faire. Au Congo, il n'y a pas de bon leadership. Non, nous n'avons pas construit un vrai leadership. C'est pourquoi même nous avons utilisé les concepts pères des indépendances à la place des pères fondateurs. La RDC n'a pas encore été fondée par les Congolais. La RDC n'est pas encore pensée par les Congolais. Parce que toute société est d'abord la résultante d'une pensée. Quand vous regardez les États-Unis d'Amérique, de Washington, Jefferson, Madison, n'est pas différent des États-Unis que veut Donald Trump. Quand vous regardez la Chine, ce n'est pas différent de Xi Jinping à Mao ou de Deng Xiaoping. Le président Tshisekedi dont nous parlons est accusé par notamment ces acteurs politiques de l'opposition d'avoir vendu la République démocratique du Congo en adhérant à l'EAC. Pour les autres, c'était une très mauvaise idée d'adhérer à l'EAC. C'est une structure ou une organisation qui ne va pas militer pour l'intérêt du Congo. Il est accusé d'avoir posé beaucoup d'actes qui défavorisent les Congolais. Est-ce que vous soutenez le fait qu'on est allé à l'EAC? Dans chaque prise de position sur le plan international, il y a toujours un côté non visible que l'opinion ne sait pas détecter réellement. Oui. Et il y a certaines tares qui peuvent s'identifier en cours de chemin. Ce qui est évident, l'EAC constitue un espace stratégique pour la RDC. Sur le plan démographique, sur le plan d'intégration, et sur le plan de la communication, parce qu'intégration parle de communication. La guerre qui sévit en RDC depuis 1994 a été créée en grande partie par des nationalités qui constituent la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Personnellement, en regardant cette approche, je m'étais dit qu'il était simplement question de mettre à nu la position hypocrite de ces États qui niaient leur implication dans l'insécurité dans notre partie stratégique de l'Est. Mais après,
Vous savez que pendant que l'EAC était encore sur le sol congolais, vous avez vu la mission onisienne prendre des images, des captures. On a vu des soldats rwandais sur le territoire congolais. C'était pendant la même période, non? Et quelle est la visée? On a voulu que aujourd'hui tout le monde sache que la RDC n'est pas agressée par M23, la RDC est agressée par le Rwanda. Mosé Laurent Désiré Kabila l'a étalé de manière aussi éloquente, et vous et moi avons la possibilité d'aller dans les médias aujourd'hui, sur YouTube, sur Google ou dans les livres. Vous pouvez lire aussi Joseph Potopoto. C'est un grand chercheur, il en a parlé. Allez voir, Joseph Potopoto a repris les propos de Mosé, a repris les propos de Yorodia, a repris les propos de Didier Moumingi qui à l'époque avait mobilisé les Quinois au mois d'août 1998. Et donc, il y a au-delà de la volonté politique, il y a au-delà de cette ambition, et on doit y avoir une vision claire de gouvernance. La paix se gagne. Ben oui, mais aujourd'hui, la paix aussi doit se gagner par une politique qui met l'intelligence au centre de l'action politique. On ne peut pas continuer à faire la promotion de plus médiocres de tous pour espérer qu'il y aura changement. Dans des sociétés qui se veulent puissantes, on fait la promotion des plus brillants de tous. Donc, pour parvenir à convaincre des médiocres. Mais je vous dis, c'est évident. J'ai dit cela parce que le président Félix Tshisekedi a aussi besoin des personnes qui lui disent la vérité en face. Ce qui est important aujourd'hui, nous devons aller à la guerre de l'intelligence. Nous devons mener une guerre de l'intelligence, nous devons mener une guerre économique, une guerre militaire. Mais cela n'est pas que par des cerveaux qui savent mettre des stratégies, des planifications pour mettre la visée. Dans 100 ans, qu'est deviendra la RDC? C'est ça la visée. Et c'est ce qui va permettre à ce que même les acteurs politiques arrêtent de se voir comme des leaders régionaux. Regarde même les paysages politiques congolais. Nos leaders s'identifient par leur province et non par la nation. Merci beaucoup, monsieur Freddy Boulumba. Vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Comment arrêter ça? Oui, je pense que la situation du Congo est très complexe. Si on veut trouver des solutions... En 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. Il faut relire l'histoire. J'ai eu le temps de lire l'histoire générale de l'Afrique, publiée par Présence africaine, UNESCO. Il y a des tomes 2, Afrique ancienne, et le tome 4, le tome 5, Afrique du 16e siècle au 18e siècle. Et qu'est-ce que j'ai retenu dans ma lecture? Depuis depuis l'Égypte ancienne, depuis qu'on a été vaincu par les envahisseurs, qui étaient des Hyksos, qui étaient des Romains, des Grecs, des Iraniens, des Perses, des musulmans, des Arabes et des Européens aujourd'hui, nous sommes restés sous tutelle. Donc, ce que nous connaissons actuellement, il faut les placer dans un cadre un peu général, dans un cadre africain. Donc, l'Afrique est toujours occupée, dominée jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est bon aujourd'hui, c'est que nous dominait, donc l'Occident qui nous dominait pendant 5 siècles, est en déclin. Il va libérer des espaces. Mais ce qu'il faut craindre, et l'Occident part, qu'on vienne encore nous occuper par d'autres personnes. C'est le drame de l'Afrique depuis qu'on a perdu le combat face aux envahisseurs depuis l'Égypte ancienne. Merci. Que faire? Ça, c'est un constat. Que faire maintenant? Merci. Non, c'est important. On ne perd pas le temps. Terminez, s'il vous plaît. Il y a un Africain, donc il est congolais Brazzaville, mais d'origine angolaise, José do Nascimento. Il a publié un ouvrage. Je pense que tout Africain qui veut proposer quelque chose de spécial, et surtout que la Chine vient de parler de l'initiative pour la civilisation mondiale. Qu'est-ce que l'Afrique peut proposer au monde aujourd'hui comme civilisation, comme valeur? C'est la question de fond. Donc, M. José do Nascimento, il demande aux Africains de changer les paradigmes. Donc, si nous voulons demain qu'on s'en sorte du Congo, donc de la crise qu'on connaît, il faut voir cette sortie à travers la renaissance africaine. La renaissance Donc, c'est africaine. la seule solution. Le Rwanda aussi est africain. Non, les Rwandais sont les Africains. Mais c'est l'unité africaine. Non, non. Kagame et Museveni, ce sont des négriers. Et quand vous voyez dans l'histoire de l'Afrique, on a toujours utilisé des petits peuples, pas les envahisseurs, pour casser les grands royaumes.
Donc Kagame n'est pas différent, tout comme Museveni, de ceux qui ont des typos les autres. On sont des négriers. Donc je pense que l'Afrique doit profiter, le Congo doit profiter de cette occasion pour prendre son destin en main et réinventer un autre Congo et une autre Afrique. C'est ça la naissance africaine, la naissance du Congo. Voilà. Terminé également, Monsieur Gériel Panzou. Comment Monsieur Gériel Kassia. Monsieur Gériel Kassia, excusez-moi. Comment terminer cette Je crois bien que sur ces points, j'essaierai en osmose avec les DG Mulumba, puisque nous partageons le même combat, celui de la Renaissance africaine. Notre visée est celle de rencontrer le vœu de Kwame Nkrumah, qui a voulu que, avec sa phrase mythique, Africa must unite. Ce qui se passe aujourd'hui en RDC, dans l'espace des Grands Lacs, est simplement un travail voulu et entretenu par des gens qui ne veulent pas voir l'Afrique grandir, qui ne veulent pas voir une Afrique libre. Alors que notre souci majeur est que nous puissions fédérer les États africains pour créer une puissance économique, pour créer un cahier des charges africain, pour que demain l'Afrique aille à la conquête d'autres États. Et cela ne passera que, je répète encore, par notre volonté ferme de mener une guerre de l'intelligence. Nous devrions nous engager à la guerre de l'intelligence, mettre les outils nécessaires, réformer nos systèmes d'éducation pour que la RDC s'adapte aux mutations du monde. Aujourd'hui, depuis 2001 jusqu'à 2025, aujourd'hui bientôt, la RDC s'était engagée à réformer l'administration par une numérisation. Où en sommes-nous? Combien de fonctionnaires savent taper sur un ordinateur? Beaucoup n'en savent pas. Combien de Congolais sont capables aujourd'hui de faire même des mails? Il n'y en a pas. Donc nous sommes dans un retard très très criant. Nous avons l'obligation de construire un paradigme de l'intelligence, de la promotion de l'intelligence, sans laquelle nous n'allons pas parvenir à devenir une puissance. Parce que même Dieu ne ressemble que à ceux qui ont une volonté de puissance. Sans cela, puisque nous sommes dans cette indiscipline, nous ne serons ni des dieux ni du diable. Et c'est ça la conséquence de l'indiscipline. Dans une mauvaise gouvernance. Oui, c'est ce que nous appelons une sorte de ninisme. Donc quand vous êtes dans l'indiscipline, vous ne serez ni du côté de Dieu, ni du côté du diable. La RDC doit se faire un choix. Soit il s'est choisi d'être sous tutelle d'une puissance spirituelle qui veut également le travail, qui veut également la discipline, soit le diable, soit c'est Dieu, mais dans tous les cas, les deux entités spirituelles ne choisissent que les gens disciplinés. Aujourd'hui, notre développement dépend de notre discipline, de notre intégrité, de notre refus à la tricherie, de notre refus au vol et à toutes sortes d'antivaleurs qui gangrènent notre société. Sortes d'antivaleurs qui gangrènent notre société. Mesdames et messieurs, c'est par ça que nous mettons un point à ce numéro de la semaine de Grande Tribune. J'ai reçu pour vous Monsieur Freddy Mulumba, journaliste, politologue et chercheur, qui était en face de Monsieur Kassia Gériel, qui est également assistant à l'Université de Kinshasa, faculté de droit. Il est également coordonnateur d'un mouvement sociopolitique Renaissance. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir.